Je vais faire une introduction et une explication de la raison du thème, la raison du choix que nous avons fait de traiter de ce thème ici aujourd'hui pour clore cette année 2010-2011 avant l'été Ars Industrialis et essayer de l'inscrire dans une série que nous suivons depuis déjà pas mal de temps maintenant, dont je pourrais dire qu'elle a commencé, il faut j'éteins mon téléphone, excusez-moi, parce que sinon ça fait... Qu'elle a commencé avec la séance qui avait été organisée par Alain Giffard, Julien Gauthier et Cécile Cabantous l'an passé exactement au même mois de juin. Nous ne sommes pas en juin, et en mois de mai, nous sommes en mai, mais c'était en juin, sur la question des techniques de soi. Parce qu'en fait, vous le verrez, ce qui nous intéresse beaucoup dans ce que dit Philippe Barrier, par exemple, et ce qui nous intéresse beaucoup plus globalement dans la question appelons ça du médical, c'est la question des techniques de soi. Bon, les gens qui nous connaissent bien, qui sont membres d'Ars Industrialis ou familiers de notre thèse, savent que nous préconisons depuis l'origine une approche que nous appelons pharmacologique et organologique. Je vais un tout petit peu préciser ces deux termes tout à l'heure. Une approche des questions humaines en général et des questions contemporaines plus particulièrement, et en particulier dans les sociétés industrielles, qu'elles soient celles du début du XIXe siècle ou celles d'aujourd'hui. Nous pensons que la méthode, est-ce qu'on peut parler d'une méthode organologique, je serais peut-être un peu prétentieux, mais disons en tout cas le point de vue organologique et le point de vue pharmacologique pour nous sont un élément primordial, a priori, si je puis dire. C'est un autre a priori pour aborder les questions qui sont les questions qui articulent l'homme avec ce que nous croyons être sa dimension irréductible, à savoir sa technicité. Nous posons que l'homme est un être technique, c'est-à-dire pharmacologique. Quand nous disons c'est-à-dire pharmacologique, ça signifie, pardon pour ceux qui nous ont entendu répéter ça sur tous les tons, mais je sais qu'il y a des gens aussi ici aujourd'hui qui ne sont pas forcément très familiers de ce que nous disons. Ça veut dire, c'est-à-dire un être technique, c'est-à-dire un être pris dans une situation d'ambiguïté où ce qu'il produit pour se produire, un petit peu au sens où Karl Marx dans l'idéologie allemande présente un petit peu le processus de dominisation, enfin il ne parle pas comme ça, mais c'est un terme du XXe siècle, disons, présente l'histoire humaine, pour le dire dans un sens large, comme un processus de production de soi, ce qui est en fait un point de vue qui va être développé largement par l'archéologie, pas forcément avec des thèses marxistes. Cette façon de se produire, c'est aussi une façon de se détruire, si je puis dire. C'est-à-dire, c'est aussi une façon, c'est une situation ambiguë où ce que l'être dit humain, que j'appelle personnellement l'être non inhumain, produit pour augmenter sa puissance d'agir, si on voulait prendre cette terminologie, eh bien, c'est aussi ce qui toujours peut engendrer, et en règle générale, toujours engendre plus ou moins, ce qui va entraver sa puissance d'agir, c'est-à-dire va venir le limiter. Mais nous pensons, quant à nous, qu'il n'y a pas de possibilité de sortir de cette situation d'ambiguïté, que cette situation pharmacologique est notre lot. Personnellement, je soutiens que c'est ça ce qu'on appelle la culture tragique antique, l'Antiquité grecque, et la culture des présocratiques, je veux dire. Et je pense que aujourd'hui, cette dimension, cette spécificité de la vie des êtres techniques que nous sommes, elle devient une question pour tout un chacun. Je veux dire par là que le XXe siècle, surtout dans la sphère des philosophes ou des sociologues ou d'un certain nombre de gens des sciences de l'homme et de la société, des humanities, comme on dit, outre-Atlantique, a découvert l'opacité de la technique, si je puis dire, de 36 000 manières qui vont de Heidegger à Mumford en passant par Bertrand Gilles et tant d'autres, ou Paul Valéry, ou Freud. Mais c'était une appréhension qui restait
en tant qu'elle était porteuse justement de cette situation d'ambiguïté dont je viens de parler, ou de ce caractère pharmacologique de la technique dont je viens de parler, ça restait quelque chose qui était pensé pratiquement exclusivement par le monde, disons, des gens de la vie de l'esprit, les intellectuels, les artistes parfois aussi, mais ce n'était pas du tout une problématique, oserais-je dire, populaire, commune. Nous, aujourd'hui, en revanche, nous vivons une situation que je crois personnellement tout à fait nouvelle, de découverte par tout un chacun du caractère irréductible de cette ambiguïté. Ça ne veut pas dire que tout le monde admet cette irréductibilité. Beaucoup de gens font de la dénégation par rapport à cette irréductibilité, ont des solutions pour en sortir, ou des stratégies de repli, ou je ne sais pas quoi. Mais ils ne croient pas du tout qu'il y ait la possibilité de faire avec tout ça. Mais en tout cas, cette réalité, cette épreuve de l'opacité technique, si je puis dire, elle devient archi-commune. Évidemment, ce qui s'est passé à Fukushima récemment en est un cas terriblement évident. Ce qui s'est passé avec le Mediator et le laboratoire Servier en est un autre cas beaucoup moins terrible, mais tout de même terrible. Et puis, bon, nous posons, Ars Industrialis, que ce qui s'est passé en 2008, par exemple, c'est également, sur le plan de l'économie, quelque chose qui relève de ce type de questions. Alors, ce que nous voulons depuis longtemps investiguer, c'est ce que j'appellerais aujourd'hui une pharmacologie de la technologie, et pas simplement de la technique, c'est-à-dire de ce qui est le fruit du pouvoir industriel. Ce que je voudrais introduire, moi, aujourd'hui comme question, c'est en quoi la technologie industrielle pose des problèmes pharmacologiques spécifiques, qu'on ne trouve pas pharmacologiques au sens large, hein, bien entendu, pas au sens de la pharmacopée traditionnelle, ou industrielle d'ailleurs, médicale, je veux dire. Mais en quoi est-ce que la technologie industrielle pose des problèmes tout à fait spécifiques de pharmacologie qui ne se posaient pas à l'époque. Par exemple, la pharmacologie artisanale, il y en a une qu'elle ne posait pas. Alors, voilà le thème d'aujourd'hui. Cette séance enchaîne sur des séances, donc, comme je le disais tout à l'heure, qui ont commencé il y a déjà un an ou presque, avec celle où nous avions accueilli Robin Renucci notamment, et où Alain Giffard animait la séance. Et elle enchaîne également sur ce que nous avions fait au mois de janvier dernier avec Frédéric Worms, qui s'appelait Soins et relations, et avec ce que Christian Forêt avait organisé au mois de mars sur les technologies relationnelles. Toutes ces séances poursuivent le même sujet de près ou de loin, parce que pour nous, pharmacologie, ça se dit aussi technique de soi, ça se dit thérapeutique, ça se dit. Qui dit pharmacologie dit thérapeutique, il faut une thérapeutique et une pharmacologie. Une thérapeutique, c'est une technique de soi. Technique d'un soi qui peut être égoïque, si je puis dire, ou collectif, bien entendu. Ça n'est pas du tout par rapport à l'actualité du Mediator que nous avions décidé de programmer cette séance. Il se trouve que, on en parlait depuis déjà longtemps, il se trouve que l'affaire du Mediator a éclaté. Bon, c'est d'ailleurs pas du tout la première de cette nature, loin de là, malheureusement, mais elle est évidemment celle-ci d'une dimension particulière. Et bien entendu, c'est aussi pour ça que nous avions proposé à Ronnie Broman de venir, et finalement il ne peut pas venir, mais parce que c'était évidemment important et intéressant d'observer, puisque là il a postfacé le livre sur le Mediator Combien de morts, donc c'était très intéressant évidemment d'avoir son point de vue de médecin et si je puis dire, je ne veux pas dire d'épidémiologiste, mais enfin on dit nosologiste, on peut dire ça, enfin spécialiste de questions thérapeutiques de grande ampleur. Quoi. Bon, il ne peut pas venir, tant pis, on y reviendra peut-être plus tard. Alors, cela étant, pourquoi thématiser cette problématique aujourd'hui sous cet angle spécifique? Donc, qu'est-ce que c'est qu'une pharmacologie de la société industrielle? Il y a des enjeux derrière ça qui sont des enjeux très théoriques et en même temps très pratiques. C'est ce que nous essayons toujours de faire ici à Ars Industrialis, c'est d'articuler autant qu'il est possible, c'est pas toujours facile,
les approches très théoriques et les approches de terrain, les approches empiriques, etc. Il y a un certain nombre d'enjeux qui se posent, de débats avec des penseurs du XXe et du XXIe siècle, dont certains avec lesquels nous parlons souvent. Alain Giffard, l'an passé, vous avez parlé ici de Michel Foucault, les techniques de soi, le souci de soi, enfin toutes ces problématiques, ça passe beaucoup pour nous par lui, pas simplement par lui, mais par Pierre Hadot et beaucoup d'autres, mais surtout par les Grecs et les Latins. Mais bon, il y a indubitablement, Michel Foucault a ouvert cette question d'une manière, à mes yeux, absolument singulière et majeure, même si je ne suis pas un Foucaldien personnellement, mais nous avons un petit débat avec Foucault. Nous avons un petit débat. J'en ai personnellement développé un aspect, j'y reviendrai pas ici, dans un livre qui s'appelle Prendre soin, pas du tout sur cet aspect-là en tant que tel, mais c'était plutôt sur le statut de l'écriture et la socialisation de l'écriture, ce qu'on pourrait d'ailleurs appeler une pharmacologie de l'écriture. Mais nous avons aussi un débat par rapport au silence de Foucault sur la pharmacie. Silence de Foucault que j'ai toujours trouvé extraordinairement étrange pour plusieurs raisons. D'abord parce que Foucault, je l'ai déjà dit d'ailleurs, je crois dans cette enceinte, a présenté son premier travail comme étant, se donnant l'ambition de faire une histoire et une philosophie de la médecine moderne. Et moi, je ne connais pas de texte significatif de Foucault sur la pharmacie. Et comment parler de la médecine moderne sans parler de l'industrialisation de la pharmacie, ça, je trouve ça quand même un peu étrange. D'autre part, Foucault ne parle pas de ce qui est derrière cette question de la pharmacie, qui est la question de la pharmacie industrielle, je veux dire, qui est la question du marketing, qui est la question du modèle consumériste, etc. Alors même que Michel Foucault est un élève de Georges Canguilhem, que c'est comme tel qu'il se présente d'ailleurs, et son projet sur la médecine se présente comme un projet canguilhémien, si j'ose dire, et que Canguilhem, lui, a thématisé ça. Donc c'est assez bizarre, cette espèce d'écart. Même c'est pas une thématique centrale chez Canguilhem, mais c'est quand même une thématique, il en parle à plusieurs reprises. D'une façon générale, Foucault ne parle pas de l'industrialisation de l'industrie chimique, car finalement, qu'est-ce que c'est que la pharmacie? C'est un secteur de l'industrie chimique. Et tout se passe comme si la médecine moderne, selon Foucault, ou on pourrait dire aussi la modernisation de la médecine, ce qui n'est pas tout à fait la même chose, parce que par exemple, quand on parle de modernisation de la médecine aujourd'hui, en discutant avec la sécurité sociale, ça veut dire des choses très précises, c'est-à-dire diminuer les coûts des budgets de santé dans le budget national, etc. Moderniser au sens de rapprocher des hôpitaux, fusionner des équipes, dérembourser des médicaments, et tous ces machins-là. Bon, donc ça, c'est pas tout à fait la même chose que la médecine moderne, bien entendu, et ça, on doit l'accorder bien sûr à Foucault, mais en même temps, à l'époque de Foucault, ces questions non seulement sont posées, mais il les pose lui-même. Il a un débat, par exemple, avec, j'arrive plus à retrouver son nom, un intellectuel connu qui est passé par la CFDT, j'arrive plus à retrouver son nom, mais bon, il a un débat sur la sécurité sociale, par exemple. Il a participé à des tas de choses sur la sécurité sociale. Comment se fait-il qu'il ne parle pas de ça? De cet aspect qui est quoi? Qui est le rapport entre médecine et industrialisation. Il y a quelque chose là qui, à notre avis, est absolument fondamental. Il y a dans la médecine moderne et contemporaine, nous soutenons qu'il y a un rapport essentiel à l'industrialisation, c'est-à-dire à une forme de la rationalisation, mot que je prends au sens de Max Weber, de Adorno, de Habermas, etc. Et ça concerne la pharmacologie dans toutes ses dimensions. Alors cette fois-ci, la pharmacologie, pas simplement au sens de la pharmacie industrielle médicale, mais au sens où je disais en commençant tout à l'heure, la portée de ce que nous appelons nous la pharmacologie ici. Alors, ça concerne par ailleurs tout le discours de Michel Foucault et de beaucoup d'autres sur ce qu'il en est du rôle de la technique dans cette question. Donc nous pensons qu'à travers cette question, on aborde des questions qui vont très très au-delà de la médecine, mais qui se posent dans le champ de la médecine d'une manière absolument singulière, et qu'il est évidemment étonnant et intéressant d'essayer de comprendre pourquoi Foucault n'en a rien dit alors même qu'il a thématisé la médecine en priorité, pas simplement dans l'histoire de la clinique, mais il y est revenu à travers l'histoire de la folie, etc. Enfin, la médecine est perpétuellement présente dans le discours de Foucault à travers la question sur l'hôpital,
etc. Alors, d'autre part, c'est une question, en revanche, qu'ici, elle est absente du discours de Foucault, et présente, fortement présente, dans un texte, j'espère que j'ai pris le livre, enfin, si je ne l'ai pas pris, il est quelque part, dans un texte qui a été publié en 1974 par Jean-Pierre Dupuy, que je regrette de ne pas pouvoir accueillir ici aujourd'hui. Il est en Californie, donc c'est pas possible qu'il vienne, mais peut-être que nous l'inviterons bientôt pour discuter de tout ça. Jean-Pierre Dupuy qui parle du pharmacos, non pas du pharmacone, même s'il parle ici du pharmacone, mais sans en parler, si je puis dire. Il parle de la pharmacie. Mais il parle du pharmacos depuis longtemps parce que c'est un lecteur, évidemment, de René Girard, qui lui a fait du pharmacos au sens du bouc émissaire, une problématique absolument fondamentale, fondative, si je puis dire. Et chez Jean-Pierre Dupuy, c'est très important. Là, il ne parle pas de ça, mais il parle bien du pharmacone au sens de la pharmacopée. Il publie donc un livre avec Serge Carcenti, qui est publié, donc je vérifie, oui c'est en 1974 aux éditions du Seuil, qui a été réédité aux éditions Point, qui s'appelle L'invasion pharmaceutique. Et dans ce livre, Dupuy et Carcenti interrogent la question de l'écart entre l'évolution de la santé publique, l'évolution au sens de l'évolution dans le sens d'une bonne ou d'une moins bonne santé des populations, de la population française. Donc là, il s'agit de la France, pas seulement, hein, mais à part de la France, les interlocuteurs sont français pour la plupart, d'un côté, et d'autre part, l'évolution de la consommation médicamenteuse. Et dans une veine qui vient évidemment d'Ivan Illich et de Némésis, c'est-à-dire le discours que Illich a tenu sur la contre-productivité d'un certain nombre de choses, dont les médicaments, dont la médecine, il interroge, enfin il essaye avec Serge Carcenti de mettre en évidence la portée, la pertinence des analyses d'Illich dans le champ médical. C'est un bouquin absolument formidable d'ailleurs, hein, extrêmement précis, très bien documenté, très intelligent, bon, c'est impressionnant. Moi j'ai été emballé de la lecture de ce livre, mais en même temps je trouve que, évidemment, et c'est là que j'espère qu'on fera revenir Jean-Pierre Dupuy ici, il manque beaucoup la question de la technique. Et en particulier telle qu'elle a été posée par Georges Canguilhem, qui était médecin et qui a parlé de la pharmacie. Alors, sur qui s'appuie-t-il à travers, outre Illich, qui est, bon, Illich c'est le penseur de Dupuy au départ, hein, il le dit toujours, donc je ne crois pas le trahir, c'est lui qui le revendique perpétuellement, avant même Girard. Eh bien c'est René Dubos, qui est un biologiste qui en 1972 a publié un bouquin qui s'appelle L'homme et l'adaptation au milieu, on va parler de milieu. En 73, pardon, c'est paru. L'homme et l'adaptation au milieu, 73, les hommes contemporains. Dans ce livre, Dubos dit ceci: les hommes contemporains n'ont pas une bien plus grande espérance de vie en bonne santé que, sous-entendu, que les hommes d'autrefois. Donc Dubos est un biologiste, un homme du sérail, qui conteste ce que tout le monde dit, à savoir que peut-être que la médecine pose des tas de problèmes, tout ce qu'on veut, mais en même temps l'espérance de vie est meilleure, est plus grande, etc. Alors d'abord, Dubos dit peut-être qu'elle a une plus grande espérance de vie, mais dans quelles conditions, premièrement? Est-ce que c'est une vie bonne, hein? Et deuxièmement, en plus c'est même pas évident. Alors, je vais y revenir tout de suite. Je voudrais juste, avant d'y revenir, vous signaler que sur la base d'Illich et de Dubos, Carcenti et Dupuy font un bouquin dont Gors va ensuite utiliser, André Gors, va utiliser la quintessence, plus que la quintessence, tout le matériau, pour écologie et politique. Nous voulions vous envoyer, je suis désolé parce qu'on a eu un petit problème technique tout bête, mais nous voulions vous envoyer quelques thèses de Gors, mais je vais les présenter tout à l'heure, je vais les résumer. Bon, vous les aurez bientôt, on va les mettre en ligne. Parce que c'est évidemment intéressant. Et si je vous dis ça, c'est aussi parce que, par cette intervention et cette invitation que nous avons faite à Philippe, que je remercie beaucoup d'être là, et qui a fait un livre magnifique dont je vais parler tout à l'heure, nous cherchons aussi à ouvrir, c'est pas la première fois, mais peut-être c'est la première fois que nous faisons aussi directement un débat avec André Gors. Avec André Gors, avec ceux qui en sont les héritiers, et il y en a de très nombreux des héritiers d'André Gors, dans tous les courants d'une certaine manière.
y compris des gens chez qui ils se reconnaîtraient sûrement pas du tout. Et donc c'est aussi l'objectif de cette séance d'instruire cette question. Pour nous, André Gorz est un homme extrêmement important, évidemment, pas seulement pour nous, et pour moi, il est très très important, surtout sur la question du travail. Et avec Arnaud Delépine ici présent, qui parlera tout à l'heure un petit peu d'un travail qui se fait par ailleurs au Canada, quelqu'un que nous avons invité mais qui ne pouvait pas venir, sur la question des brevets dans le champ de la médecine, qu'on va aussi vous fournir. Enfin, on vous a fourni le lien pour trouver sur Internet son travail. Nous voulons ouvrir donc un débat avec Gorz qui va nous reconduire vers la question du travail. Et c'est lié, c'est ce que je voudrais vous montrer aujourd'hui. La question de la santé et la question du travail est absolument liée. Donc, comme disent les managers de basse souche, la mise en silo des questions, le travail d'un côté, la santé de l'autre, la culture le troisième, la fiscalité par ailleurs, etc., telles que les pratiques une technocratie mondiale d'obédiences diverses, c'est une véritable calamité, et c'est d'abord ça que dénonce Gorz d'une certaine manière. Hein. C'est pour ça que dans la question de la santé chez Gorz, il y a hologrammatiquement, si je puis dire, la question du travail qui est posée, et toutes les autres questions de Gorz. Alors, je reviens maintenant à Dubos, l'homme et l'adaptation au milieu. Dubos dit, je vous disais tout à l'heure, je vous citais, hein, bon, elle a peut-être une espérance de vie, je ne suis pas si sûr, en tout cas pas en bonne santé, mais surtout il dit qu'il y a augmentation du taux de mortalité. Et ça, c'est le fait dont partent Dupuy et Karsenty en 74. Ils disent, aujourd'hui, la mortalité augmente. Contrairement à tout ce qu'on nous raconte, c'est faux. Mais c'est masqué parce qu'il y a une baisse de la mortalité infantile. Et donc, il est vrai qu'il y a beaucoup moins d'enfants qui meurent, donc statistiquement parlant, la mortalité diminue, mais dans la réalité de la vie des gens, ceux qui ont passé 15 ans, d'abord, entre les 15 et 25 ans, il y a une augmentation, à l'époque où ils font une augmentation de 2% de la mortalité. Et par ailleurs, ils soutiennent, alors là je parle à la fois du Dubos, Dupuy, Karsenty, que la mortalité augmente globalement dans les sociétés industrielles, surtout chez les hommes, parce qu'à l'époque, les femmes, pour des raisons de mode, font très attention à l'alimentation, et donc toute la mortalité liée à la suralimentation, donc question de l'alimentation, question de l'agriculture, etc., question de la grande distribution, est atténuée chez les femmes, et c'est une des causalités, pas la seule, mais une des causalités pour lesquelles la mortalité féminine est moins grande que chez les hommes. Alors ça, moi, ça, c'est quelque chose qui me frappe magnifiquement dans cette affirmation de 74, qui est quand même, il faut saluer ce bouquin, parce que c'est quand même une grande clairvoyance, je trouve. Et là, il faut saluer Illich. À quoi sert Illich? Ben voilà, là, il est extrêmement nécessaire. Ça croise étonnamment ce que dit Amartya Sen sur la mortalité américaine et la mortalité des Bangladis. Vous savez qu'Amartya Sen dit que la mortalité des adultes de Manhattan, par exemple, est plus élevée que celle des Bangladis. Et il argumente, il fournit des chiffres. Je voulais d'ailleurs vous lire les passages, j'ai oublié le bouquin. Bon. Alors peut-être qu'il y a des gens qui contestent ça, mais je n'ai pas trop l'impression. J'ai jamais entendu personne enquiquiner Amartya Sen sur ce point-là. Pourtant, c'est son texte le plus connu. Hein. Donc, et il rapporte ça, Amartya Sen, un problème de la capacitation, capability, empowerment, etc. Alors, voilà le champ qui m'intéresse et qui nous intéresse ici. Et si nous faisons cette séance, c'est pour ouvrir une discussion avec Illich, Gorz, Sen et un certain nombre d'autres, à partir de la médecine, qui est une question qui maintenant, avec le Mediator, est devenue une question de santé publique absolument fondamentale, mais aussi dans le contexte de Fukushima, etc., parce que nous pensons qu'on peut élargir ça, non seulement on peut, mais on doit absolument élargir cette question médicale à un champ qui la dépasse totalement. Si on enferme la question dans le médical, alors on rate absolument toute la question. Donc, la thèse que défendent, je les cite d'ailleurs, là je les cite littéralement, Dupuy et Karsenty, c'est « Tout se passe comme si l'augmentation considérable de la consommation médicale n'améliorait pas notablement la santé publique. » Donc il y a une perte, alors là c'est la thèse d'Illich qui est illustrée, c'est-à-dire qu'il y a une perte d'efficacité, un rendement décroissant, si je puis dire, hein, de la recherche médicale. Donc une des grandes questions est de se poser, de savoir si elle est vraiment médicale, d'ailleurs. Est-ce que c'est vraiment une recherche médicale? Est-ce que c'est une recherche médicamenteuse?
plutôt qu'une recherche médicale. Parce que moi, je ne suis pas du tout la thèse ni de Gors, ni de Illich, ni de Dupuy lorsqu'ils soutiennent qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui n'a rien à voir avec le médicament dans la médecine. Ça, je ne crois pas du tout. Je pense qu'ils ont absolument tort, et ça sera mon point de désaccord, c'est là-dessus que je vais terminer, parce que c'est vers l'ouverture de ce désaccord que je voudrais m'acheminer et ensuite introduire notre invité, mais je ne crois pas du tout qu'une médecine apharmacologique soit possible. Je pense que n'importe qui a étudié les systèmes de soins au sens classique du terme, c'est-à-dire les systèmes de santé, puisse soutenir qu'il puisse être d'accord avec cette idée qu'il y a de la médecine sans médicaments. Je crois que c'est archi faux. Que ce médicament s'appelle une tisane, que ce soit les herbes que mangent les grands singes, dont on a montré récemment, enfin on a soutenu en tout cas, je n'ai pas vérifié la solidité scientifique de la chose, mais c'est un article scientifique qui soutenait que les grands singes ont des pratiques de sélection de drogue pour se soigner. Bon, c'est très décoiffant, ce truc est passionnant. Je ne sais pas si c'est attesté et quel est le degré de consensus dans la communauté scientifique en éthologie, mais en tout cas, c'est sérieux, c'est tout à fait sérieux comme problématique. Je ne crois pas qu'on puisse imaginer une médecine sans médicaments. Mais en revanche, je pense qu'on doit absolument distinguer la question médicale de la question du médicament. Alors, la deuxième thèse qu'introduisent Dupuy et Karsenty, c'est que dans les milieux actuels, en fait, il y a augmentation de mortalité, parce qu'ils essayent d'expliquer cette augmentation de mortalité, qui est avérée, par une augmentation des facteurs de risque liés au milieu. Les maladies infectieuses ont extrêmement régressé, en particulier grâce à Pasteur et à tout ce qui procède de cette approche liée à la vaccination, etc., puis aux antibiotiques, mais par contre, les maladies chroniques ont énormément augmenté, et ce sont des maladies du milieu, disent-ils, une maladie produite par le milieu. Thèse que reprendra centralement André Gorz dans son discours. Mon problème, c'est que dans leur analyse, qui est tout à fait juste à mon avis, néanmoins, il y a quelque chose qu'ils ne traitent pas, et que l'on trouve, je crois, ça se discute, tout le monde n'est pas forcément d'accord avec moi, j'ai jamais été contesté, mais je suis sûr que les gens ne sont pas d'accord. Moi, je soutiens que ça se trouve chez Canguilhem, que le milieu est intrinsèquement pharmacologique. C'est-à-dire, en tout cas, ce qui est certain, c'est que chez Canguilhem, le milieu humain est intrinsèquement technique. Ce qui fait le milieu humain, c'est la technicité de ce milieu. Et si on est d'accord pour dire que la technicité chez Canguilhem est pharmacologique, au sens où je le disais tout à l'heure, c'est vrai qu'il ne le dit pas explicitement, mais je pense que c'est absolument ce qu'il décrit en permanence, alors ça s'appelle un raisonnement, un syllogisme, alors nécessairement le milieu est pharmacologique. Ça n'est pas interrogé ni par Dupuy, ni par Karsenty, ni par Illich, ni par Gors. Et je pense que c'est une limite de leur réflexion. Alors les causes donc liées au milieu, quelles sont-elles? Celles qu'ils relèvent, il y en a beaucoup d'autres parce qu'ils avaient tout un etc. Mais les causes qu'ils relèvent, c'est suralimentation, tabac, manque d'exercice, alcoolisme, etc. Et moi je dirais que toutes ces causes sont consuméristes. La suralimentation, c'est lié à un mode de consommation alimentaire. Le tabac, c'est une production alors absolument exemplaire de ce que c'est que la société consumériste américaine, qui a coûté, ça a été rappelé tout récemment sur France Culture, 245 milliards d'indemnités réclamées aux industriels du tabac, qu'ils ont dû verser. Et s'ils ont pu les verser, c'est qu'ils ont gagné énormément d'argent. Manque d'exercice, c'est complètement lié à la technicisation de la vie, certes, mais à un mode consumériste de la technicisation de la vie. Alcoolisme, c'est évidemment comme le tabac. Donc c'est du consumérisme, ça n'est pas lié à la technologie. Bon, quoi qu'il en soit, page 30 de ce livre, Illich et Karsenty soutiennent que pour maintenir, je les cite, un niveau de mortalité donné, c'est-à-dire pour éviter que la mortalité ne continue à augmenter, ça veut dire, avec cette toxicité grandissante des milieux que moi j'appelle consuméristes, pas eux, ou pharmacologiques, pas eux, il faudrait de plus en plus de soins médicaux pour contrebalancer une morbidité incidente. C'est-à-dire qu'on est condamné dans cette forme de société à un alourdissement des charges de la santé publique. Et là, ils décrivent évidemment la question des effets secondaires, le cercle vicieux, et ils préconisent l'abandon de ce qu'ils appellent ce modèle techniciste. Moi, je pense que c'est une erreur. Ce n'est pas le modèle techniciste qui est en question. Ça ne veut pas dire que la technique n'est pas une question. J'ai commencé en disant que la technique est un pharmacone et que c'est le cœur de la question.
Mais le problème n'est pas un problème techniciste, c'est un problème d'une certaine façon de concevoir la socialisation de la technique dans une société industrielle. Pas du tout la même chose. Je crois que c'est la question d'un rapport indigent à la technique qui n'arrive pas à penser ce que j'essaye d'argumenter dans un livre récemment, qui s'appelle « De la pharmacologie », au titre de ce que j'ai appelé le double redoublement épocal, où je soutiens que la technique évolue en permanence par sauts, plus ou moins des sauts qui se rapprochent de plus en plus. À notre époque, c'est comme les secousses après Fukushima, il y en avait quasiment toutes les 10 minutes. Là, on est dans des secousses absolument permanentes, on est une espèce de Fukushima technologique d'ailleurs. Mais parfois, c'est des secousses qui s'étalent. La première grande secousse, après les secousses initiales dans l'humanité, moi je soutiens qu'elle prend 1 million d'années. Donc, le passer au biface, ça prend 1 million d'années. Donc, voilà. Mais il y a des secousses. Et ces secousses, qu'est-ce que c'est? Ce sont des secousses, le système technique dans lequel vit l'être humain. Et là-dessus, quand Guilhem est d'accord avec Bertrand Gilles, avec Leroy-Gourhan, avec tous les gens qui ont travaillé sur la question, finalement, il n'y a pas de société sans système technique, et c'est d'un point de vue systémique toujours qu'il faut aborder les objets techniques, y compris les médicaments, j'y reviens tout à l'heure. Régulièrement, le système technique entre en secousse tellurique, on peut dire, se modifie, et en général, ça commence par casser toutes les baraques qui sont posées sur le territoire technique. C'est-à-dire les baraques, ça s'appelle les systèmes sociaux, ça s'appelle les économies, ça s'appelle la morale, les visions culturelles, etc. Donc ça fait de la casse, ça fait toujours de la casse, plus ou moins. Alors vous allez me dire, mais c'est dangereux de dire ça, ça légitime la casse. Non, je ne dis pas que ça légitime, mais c'est un fait. C'est un fait qui a été exploré de 36 000 manières, y compris par Gerald Diamond, à propos de collapses. De la fin des civilisations qu'il analyse sur pas simplement des secousses technologiques, ça peut être des secousses climatiques, etc. aussi. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce que c'est qu'une secousse comme ça, ce que j'appelle un redoublement épocal? C'est-à-dire qu'une société, à un moment donné, est doublée par sa technique vient la casser, elle suspend, ça produit ce que j'appelle une première époquée, une époquée technique, ça suspend tout ce qui était en vigueur, toutes les règles qui dominaient, et ça fait que la société doit se réinventer. Il y a une question de résilience, comme on dit aujourd'hui, de la société, de sa capacité à supporter le choc, etc. Beaucoup de gens ont parlé de la résilience du Japon ces derniers temps d'ailleurs. Et ce que je soutiens moi, c'est qu'il y a un deuxième coup qui se produit quand il y a, entre guillemets, résilience. Moi je ne dirais pas résilience, je dirais individuation, capacité d'individuation, c'est-à-dire transformation du pharmacone empoisonnant, parce que le premier coup c'est le caractère empoisonnant du pharmacone en un caractère curatif du pharmacone. Eh bien, ce deuxième coup, c'est quand à partir de là s'invente une thérapeutique, c'est-à-dire on fait l'époquet de tout ce qui avait précédé, on se met à penser autrement et on invente une nouvelle civilisation qui n'est absolument pas réductible à cette technique, bien entendu, mais qui est inscrite dans le champ de cette technique, conditionnée par cette technique. C'est ça que j'appelle moi la pharmacologie. C'est ce qui pense ces deux moments-là, qui parfois sont très proches, qui en général sont quand même pas très proches, et qui essayent de trouver pas des solutions, mais des axiomes et des théorèmes pour décrire les conditions du premier et du deuxième moment. Il y a une histoire pharmacologique à partir de là, on peut faire une histoire pharmacologique de l'humanité, à l'intérieur de laquelle la médecine est un cas particulier, évidemment, non seulement particulier, mais singulier. C'est-à-dire qu'il a valeur de paradigme, on ne peut pas le traiter comme un cas parmi d'autres. Il y a aussi d'autres cas qui ne sont pas des cas parmi d'autres, bien entendu. J'ajouterai encore un mot, puis après je vais rentrer dans la matière qui va me conduire à Philippe et je lui passerai la parole. Pour moi, pour nous, je crois que je peux le dire pour tout ars industrialis, qui pensons en termes de transindividuation, dans les termes que nous avons forgés à partir des analyses de Gilbert Simondon, nous qui posons qu'un être humain, comme on l'appelle, un individu psychique, je préfère l'appeler comme ça, est toujours lié à un individu collectif, et que s'individuer psychiquement, c'est toujours s'individuer collectivement, nous posons que du coup, l'individuation, c'est toujours un processus de transindividuation, c'est-à-dire qu'on ne s'individue jamais tout seul, et nous posons aussi que l'individuation avec les autres passe toujours par exemple, par ce micro, par cet ordinateur que je suis en train d'utiliser, par le web sur lequel on va mettre cette conférence, etc., par les mails que vous a adressés Caroline pour vous inviter, et beaucoup d'autres choses, y compris mes lunettes, ma culotte et tout ce que vous voulez, et la table sur laquelle je suis assis. Et qu'on oublie tout le temps parce que, eh bien, comme c'est notre milieu, on ne le voit jamais. Et c'est ça le problème. Parce que c'est toujours là. Fukushima est là, par exemple, on ne le voit pas. On l'oublie. Et ça, c'est très dangereux. Il faut avoir une conscience de cela. La pharmacologie commence par là, d'ailleurs.
Mais ça crée ce que nous appelons des circuits de transindividuation. Et ce que je disais dans ce bouquin dont je vous parlais à l'instant, là, de la pharmacologie, c'est que quand il y a une secousse tellurico-technique, un tremblement, non pas de terre, mais un tremblement de système technique majeur, eh bien, il y a des courts-circuits qui se produisent, comme avec les tremblements de terre d'ailleurs, parce que ça commence par foutre le feu, les tremblements de terre, ou par faire exploser les canalisations de San Francisco en 1906, puisque San Francisco a été détruit essentiellement par les explosions des réseaux de gaz, et non pas par le tremblement de terre lui-même. Quand se produisent des courts-circuits qui détruisent tous les savoirs. Voilà où je voulais en venir. C'est le cœur de mon sujet. Les savoirs sont détruits par ces tremblements de terre. On ne sait plus comment faire, on est totalement désorienté. Tout ce qu'on savait faire avec le système précédent, c'est out. Et donc il faut tout réinventer. Et là, il y a des experts qui arrivent. Le FMI, ceux qui veulent reconstruire, ne vous inquiétez pas, on va s'occuper de tout, etc. Les fouteurs de merde. Parce que ce sont eux qui vont vous empêcher de produire du savoir à partir de l'expérience terrible que vous avez eue. Vous avez peut-être vu il y a 2-3 jours dans Le Monde cette extraordinaire photo d'une stèle qui se trouve au nord de Fukushima, au bord de la mer, enfin pas tout à fait au bord de la mer, mais pas très loin, et qui dit, c'est une stèle écrite en japonais, attention, c'est ici que la vague s'est arrêtée, la dernière vague en 1933, ça veut dire qu'il ne faut pas construire en dessous de 25 mètres au-dessus de la mer. Et le village en question où il y a cette stèle a échappé au tsunami. Et ça, c'est comment on produit quelque chose. C'est un tout petit circuit, vous allez me dire, mais il est tout petit, mais pour ce village, il a été ultra important. Mais ça produit aussi toutes sortes d'autres circuits. Par exemple, Pasteur. C'est-à-dire des circuits de savoir. Et là où je suis un petit peu gêné dans le discours de Gors, je dirais tout à l'heure, c'est qu'il oppose culture populaire et culture savante. Je crois que ça ne tient pas du tout la route, ce truc-là. C'est vraiment, ça c'est vulgaire, je trouve. Bon, je ferme la parenthèse. Je vais y revenir en conclusion. Alors, une question qui se pose à nous, alors là, que je me pose personnellement tous les jours, avec anxiété, mais à laquelle je finis toujours par répondre avec courage, c'est que la question c'est, est-ce que le stade industriel actuel, je ne parle pas du stade industriel de l'époque de Napoléon, puisque c'est lui qui met en œuvre l'industrialisation de la France et de l'Europe, mais les Anglais bien avant lui, mais dans le modèle napoléonien qui va se généraliser à toute l'Europe, plus ou moins, c'est bien Napoléon qui met ça en musique. Une question, c'est est-ce que le stade industriel actuel rend possible l'apparition de nouvelles formes de savoir à partir des courts-circuits initiaux, c'est-à-dire la reconstitution de ce que j'appelle des circuits longs de transindividuation, et non pas des courts-circuits. C'est-à-dire la reconstitution d'une véritable transindividuation où on partage du savoir et où on vit intelligemment. Un circuit long de transindividuation, pour moi, c'est une thérapeutique. Rien de plus que ça, ni de moins. C'est une question, c'est la question, pour moi, non pas, c'est pas une question de technologie, mais d'économie politique. Et si nous soutenons Arsène Strelis qu'il faut reconstruire une critique de l'économie politique, c'est parce que nous pensons qu'aujourd'hui, les industriels, enfin les industriels peut-être pas, mais les économistes, les hommes politiques, les intellectuels, les citoyens, les partis, etc., pour très très grande partie d'entre eux, pas tous, ont renoncé à une critique de l'économie politique du point de vue de ces questions-là, et se focalisent sur des problèmes de technologie. Non pas qu'il n'y ait pas de problème de technologie, il y a d'innombrables problèmes de technologie. Mais le point d'entrée n'est pas technologique, il est d'économie politique. Voilà ce que nous soutenons. Alors, maintenant nous partageons avec, je dis ça pour préciser, là où je ne suis plus tout à fait d'accord avec Jean-Pierre Dupuy, Karsanti, Gors, etc., mais nous partageons quand même au départ la même préoccupation générale, et je tiens évidemment à le rappeler. Par exemple, ils disent ceci qui est très important, la régression de la tuberculose, on l'attribue aux médicaments, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce qui fait la régression de la tuberculose, c'est l'augmentation des savoir-vivre hygiéniques. C'est-à-dire c'est une modification de l'hygiène de vie, c'est d'ailleurs ce que disait Pasteur, déjà, et vous savez bien que Pasteur, ce n'est pas avant tout un homme du médicament, c'est avant tout un homme de l'hygiène. Et donc c'est une question de savoir. Et évidemment, c'est ce que va dire Gors. C'est-à-dire dans un langage qu'on reprendrait à scène de capacitation, mais dans un langage que je fabriquerai maintenant à partir de scène d'incapacitation. Et tout le discours extrêmement intéressant que vont tenir Dupuy et Gors, et Karsanti et Gors ensuite, contre la médecine contemporaine, c'est que c'est une médecine d'incapacitation. C'est une médecine qui repose sur la destruction des savoirs des malades, des patients.
Et ça, c'est extrêmement intéressant, et je pense que Philippe ne nous contredira pas sur ce plan. Cela étant, donc ils disent, page 31, le milieu a une importance bien plus grande, bien plus importante, que les consommations médicamenteuses dans l'évolution de l'état de santé de des populations. Voilà ce qu'ils posent, et ils ont raison. Mais j'ajouterais que ce n'est pas simplement le milieu urbain, le milieu, je se lavais les mains, le milieu de mon corps, etc. Physique, c'est aussi le milieu noétique et technologique dans ce sens-là. Parce que s'il s'agit de savoir-vivre, si une hygiène c'est une forme de savoir-vivre, alors c'est une question aussi de savoir noétique. Et c'est là que je ne suis pas très convaincu par ce que disent Dupuis et Kersanti. Je ne vais pas le commenter parce que c'est trop long et il ne faut pas que je parle trop longuement, ça fait déjà une demi-heure que je parle, mais je ne suis pas très convaincu par ce qu'ils disent entre la page 211 et la page 215, où ça s'appelle « Le médicament n'est pas seulement un objet technique, certes, mais ils en arrivent précisément à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire d'une certaine manière à émanciper la médecine de toute... à poser que la médecine n'est pas essentiellement liée aux médicaments. Et ça, je pense que ça n'est pas vrai du tout. C'est un point de vue dangereux. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de pratique médicale hors médicaments, hein, c'est pas du tout ce que je veux dire, mais ce que je veux dire en revanche, c'est que ces pratiques médicales hors médicaments sont toujours liées à une pharmacopée et à des pratiques de pharmacopée. C'est ce que je crois. Alors, ici, il y a des questions de fond, évidemment, qui sont indispensables, sur lesquelles il est indispensable de se mettre d'accord. Je pense que ça passe par Canguilhem. Je vais terminer par là en introduisant Philippe, puisqu'il lui-même parle de Canguilhem. Et que, en gros, je suis en train de proposer à travers cette intervention, finalement, dans la suite des travaux, que nous ayons un débat avec ces penseurs et beaucoup d'autres, parce qu'il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus et de manière très très passionnante en règle générale, sur relisons Canguilhem, Gors, Dupuis et Illich en même temps, et voyons maintenant comment on fait pour faire face aux problèmes d'aujourd'hui, dont Servier fait partie, mais je ne vous parlerai pas de Servier. Par contre, je vais vous parler maintenant de l'industrie. Pharmacologie industrielle veut dire qu'il y a industrialisation, bien sûr de la production, c'est-à-dire économie d'échelle sur des molécules, patati, patata, recherche, développement, brevetabilité, tout à l'heure Arnaud va en dire un mot, mais aussi de la consommation. Parce que l'industrialisation au XXe siècle, ça n'est pas l'industrialisation de la production, simplement c'est celle de la consommation. Et là, vous savez sans doute que, vous avez dû entendre parler, je crois que c'est 35 000 € par an que les laboratoires consacrent aux médecins pour faire du lobbying, pour en faire des représentants en médicaments, enfin pas des représentants, mais des concessionnaires de médicaments. Et ça, c'est quand même un chiffre extrêmement intéressant. Si on disait, au lieu de dire on va dérembourser les médicaments, les soins, etc., si on disait on va maintenant interdire aux labos, on va leur prendre, puisqu'ils sont capables de mettre 35 000 € par médecin, on va leur piquer 35 000 € par médecin. Ça, peut-être ça permettrait de résoudre un certain nombre de questions. Voyez. Il faut ici, je ne fais qu'introduire, parce qu'il faudra revenir, c'est un sujet énorme, colossal, en plus sur lequel je ne suis vraiment pas compétent, donc c'est pour ça que je voulais que Ronnie Broman soit là, mais il n'est pas là, donc je ne vais pas parler à sa place, je suis incapable. Mais par contre, je voudrais souligner que, comme il a été rappelé très fortement par, comment s'appelle-t-elle, cette cinéaste, que l'industrie agricole de l'engrais est une reconversion de l'industrie de la guerre, de la Première Guerre mondiale. Hein. C'est Colin Serrault qui a fait ce film, et c'est tout à fait évident, c'est connu, mais il l'a très bien montré. La médecine a un rapport à l'industrie chimique, elle aussi, hein, bien évidemment. C'est avant tout une industrie chimique, la médecine. Ce n'est pas une industrie médicale. Pardon, je dis la médecine, je veux parler de la pharmacie médicale. C'est avant tout une industrie chimique. Et par quoi est-ce qu'elle est régulée? Par les canons de l'industrie chimique. Elle n'est pas du tout régulée par Hippocrate. En aucun cas, même si Servier, vous l'avez vu, certainement, se faisait photographier avec le serment d'Hippocrate dans le dos, ce qui est absolument extraordinaire. Ici, il faudrait étudier l'impact qu'a eu le passage de la chimie à la biochimie sur la structuration du secteur industriel des médicaments. Bon, c'est un vaste sujet sur lequel je ne suis pas compétent. Peut-être que Victor, ici présent, en parlera tout à l'heure, parce qu'il est un petit peu plus compétent que moi, je parle de Victor Petit, mais en tout cas, je ne vais pas l'appliquer. Quoi qu'il en soit, tout ça conduit à une technologisation de la technique médicale. Canguilhem disait que la médecine, c'est avant tout une technique. Nous soutenons ici que la technique, ce n'est pas la même chose que la technologie.
Moi, je ne dis jamais ça contre la technologie, parce que je ne fais pas partie des gens qui croient qu'on puisse revenir à une technique sans technologie. Mais en revanche, il y a la question qui se pose, c'est que se passe-t-il d'un point de vue pharmacologique au sens large, quand on passe de la technique à la technologie, et en particulier dans le champ médical. Bon, ben là, on va en parler avec Philippe tout à l'heure, donc j'en dis rien. Cette question de technologisation et de rationalisation derrière est d'une très grande actualité aujourd'hui dans les hôpitaux. Pas simplement parce qu'on ferme des hôpitaux pour les rassembler, etc., mais on met en place des procédures pour les médecins, les internes, etc., qui découragent totalement les équipes, qui sont, alors là, pour le coup, absolument contre-productifs au sens où Illich en parlait. Et maintenant, je viens d'apprendre, on l'a mis en ligne, je crois, sur Arsène Stritch, que les infirmières qui ne sont plus affiliées à des labos d'une certaine taille n'ont plus le droit d'exercer leur métier, ce qui est absolument scandaleux. Tout ça, en fait, si j'insiste sur tous ces points, c'est parce que l'enjeu de tout ça, c'est une prolétarisation des malades, des médecins, du monde paramédical. Prolétarisation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire perte de savoir. Les médecins aujourd'hui sont en perte de savoir. Ça m'a été dit par je ne peux pas donner son nom en public, mais ça m'a été dit par un médecin de très très haut niveau d'une très grande université de médecine européenne, c'est le doyen d'une très grande faculté de médecine, très connue, avec qui j'en ai parlé parce que j'ai des problèmes moi-même de santé, et qui m'a expliqué, il m'a dit, écoutez, on ne forme plus de médecins, nous. On ne forme plus vraiment. Enfin, pour moi, en tout cas, ce qu'on forme, ce n'est pas vraiment ce qu'on appelle les médecins. Et il y a une prolétarisation, une perte de savoir, parce qu'il y a une procéduralisation des savoirs. C'est-à-dire que comme à l'université de Compiègne et dans toutes les écoles d'ingénieurs, on apprend aux ingénieurs essentiellement à s'articuler sur des systèmes de sécurité qui ne savent pas critiquer, parce qu'on ne leur donne pas les savoirs critiques, et qui donc à un moment donné leur pètent à la figure, parce qu'ils font une connerie, parce qu'à un moment donné ils ne comprennent pas le système, ils font une connerie. Tchernobyl, dit-on, c'est une connerie, mais Fukushima, c'est une autre connerie, alors d'un autre genre. Et il faudrait l'analyser en tant que tel, j'en ai pas le temps et ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ça, c'est une perte de savoir dans les gens qui sont censés savoir. Mais chez les malades, la consumérisation médicamenteuse du malade, c'est une façon de priver le malade de son savoir. Or, que dit Canguilhem? Canguilhem dit, celui qui sert en matière de maladie, c'est le malade. Si on ne part pas de ce point de vue-là en médecine, en tant que médecin, on ne peut pas être un bon médecin. Alors, aujourd'hui, il y a eu un processus de prolétarisation généralisée, y compris des ingénieurs qui font les molécules de biochimie dans les laboratoires, et que tout ça a conduit justement, par exemple, à l'affaire Servier, qui fait qu'à un moment donné, plus personne ne comprend rien, comme Greenspan me dit, je ne comprends rien à ce qui se passe avec tous ces systèmes de titrisation, et du coup, à un moment donné, ça craque, ça crache, on dirait même. Il y a derrière tout ça, évidemment, du coup, une question de formation des médecins. Il y a une question d'une requalification de la relation thérapeutique médecin-patient. Le patient étant celui qui a de la patience, ce que je disais dans un livre, en introduction à son livre, puisque j'ai fait la préface du livre de Philippe. Mais il y a aussi, surtout et d'abord, je dirais, une question de consumérisme. Il est temps de sortir du consumérisme dans le champ médical, mais pour en sortir dans le champ médical, il faut en sortir dans tous les champs. Je voulais vous lire toutes sortes de choses, mais je parle de trop. J'ai pas du tout terminé, mais c'est pas grave. Je voulais simplement vous montrer que ce qui est derrière les questions que soulève Gors, là où il dit par exemple la civilisation capitaliste fait consommer d'une part ce qui détruit, d'autre part ce qui répare, ça aussi c'est une question d'Amartya Sen, c'est-à-dire une façon de calculer le PIB qui est absolument mortifère, c'est vraiment le cas de le dire, premièrement. Deuxièmement, ça illustre l'exploitation des effets pervers, c'est-à-dire comment l'effet pervers devient un principe de fonctionnement du système capitaliste. Et je vous signale, j'ai malheureusement oublié de rechercher la source, mais c'est une source qui m'a été donnée par quelqu'un de très sérieux, c'est un chercheur du CNRS, on annonce très officiellement 9 millions de diabétiques aux États-Unis comme la prochaine grande grande épidémie américaine. 9 millions de diabétiques, qui seront pour une partie d'entre eux affectés par des phénomènes d'amputation. Et donc, on est à programmer, en termes de développement industriel, l'industrie des prothèses qui va permettre de satisfaire les besoins. Donc, il y a quelque chose là d'absolument, véritablement monstrueux. Véritablement monstrueux. Mais tout le système fonctionne comme ça. Alors, ici, là où je suis en accord profond avec André Gors, c'est qu'il dit, ça c'est une affaire en fait de rapport au travail et de rapport au savoir. C'est-à-dire qu'en fait, il faut réinventer complètement le travail. C'est là que je disais, la réponse de Gors à la question médicale, c'est réapprenons à travailler, réapprenons à savoir, autrement dit. Et le travail, c'est savoir. Travailler, c'est savoir, c'est produire du savoir. Après, je pense qu'il se trompe pour les raisons que je disais tout à l'heure, donc je ne vais pas y revenir, on n'en a plus le temps parce que je ne vais pas excéder. Il oppose, comme je vous l'ai dit, un petit peu les savoirs populaires aux savoirs savants. Je pense que c'est une erreur. Je pense que le savoir savant est populaire.
C'est ça le projet de la démocratie, c'est ça le projet des Lumières. La majorité, c'est un savoir savant pour tout le monde, et je pense qu'il ne faut surtout pas renoncer à ça. Et qu'il y a un truc qu'il ne voit pas très bien et que ne voit pas du tout Dupuy et Karsenty, c'est le problème du marketing. Tout comme Hans Jonas ne l'avait pas vu d'ailleurs sur d'autres sujets, etc. Voilà. Bon, je ne vais pas t'introduire parce que sinon je vais te prendre trop de temps. Je vous dis juste un petit mot. Philippe Barrier, ça fait pas très longtemps que nous nous connaissons. Il a fait un travail absolument, pour moi, d'une portée exceptionnelle. Qui s'inscrit, voilà, il va vous le dire lui-même, à partir d'une expérience de la maladie, hein, entre autres, bon, d'autres choses bien entendu, mais qui se nourrit quand même beaucoup de ça, et qui pose, je crois, tu vas peut-être me contredire, mais moi je pense qu'il pose en principe qu'il faut d'abord individuer sa maladie, c'est-à-dire adopter sa maladie, faire de sa maladie, si j'ose dire, une technique de soi. Et ça n'est qu'à partir de là qu'éventuellement on peut soit guérir, soit vivre avec une maladie dont on ne peut pas guérir, et finalement vivre bien avec sa maladie. Si je peux dire, on vit toujours très mal de toute façon, plus ou moins très mal. Et j'ai trouvé évidemment ce livre magnifique. C'est pour ça que j'en ai fait une préface. Je vous recommande de le lire. Il est publié au PUF. Et je te passe la parole. Ah non, peut-être que je donnais la parole 2 minutes avant, si tu veux bien, ou un peu plus, s'il le veut, à Arnaud, juste avant que tu me parles, Philippe, pour qu'il nous signale cette thèse très intéressante qui se soutient en ce moment au Canada sur la question du brevet. Et je te laisse. Oui. Donc il y a un chercheur canadien qui s'appelle Gagnon qui a produit, enfin, va publier dans la revue canadienne Société un article qui était centré au départ sur la propriété intellectuelle, l'importance de la propriété intellectuelle et du brevetage pour l'ensemble des industries. Et il a pris comme exemple l'industrie pharmaceutique. Et dans cette étude, qui je crois, qui nous a été communiquée par l'un de nos amis, la Carlo Vercellone, et qui me paraît des plus sérieuses vu la publication dans la revue Société, il y a tout de même un certain nombre d'éléments qui illustrent en partie là, ce que disait Bernard à propos de ce qui se passe dans l'industrie pharmaceutique. Alors, je passe sur le fait qu'effectivement, il fait allusion au fait que ça vient de l'industrie pharmaceutique vient de la chimie. Et il fait une évolution, il retrace une évolution des 20 dernières années de l'industrie pharmaceutique. Alors, c'est une analyse qui est faite sur l'ensemble de l'industrie pharmaceutique occidentale, bien sûr, aujourd'hui dominée par les 16 plus grandes boîtes pharmaceutiques. Et il arrive à conclure plusieurs choses. Premièrement, c'est qu'il y a 3 fois moins aujourd'hui de nouvelles entités chimiques ou molécules qui ont été produits dans les 20 dernières années par rapport aux années 60. Les dépenses de recherche n'ont pas diminué pour autant, mais le seul problème, c'est que les 2 tiers de ce qu'ils appellent dépenses de recherche vont vers le marketing et la promotion. Bernard parlait de 45 000 euros, 35 000 par médecin, lui cite 60 000 euros aux États-Unis. Alors, il faut bien savoir aussi que beaucoup de laboratoires vont chercher de l'argent, en particulier en France aussi, auprès de l'industrie pharmaceutique, et que, bon, là, il faudrait trouver une compensation pour ces laboratoires si l'industrie pharmaceutique ne leur produisait pas. Bon, enfin, je ferme cette parenthèse. Il s'est produit qu'en fait, bien qu'il y ait beaucoup moins de nouvelles découvertes, il y a beaucoup plus de brevets qui ont été multipliés par 10, passant de 70, en gros 500, à plus de 5000. Et ce brevetage, donc, ne s'accompagne pas d'amélioration des médicaments, puisque on s'aperçoit que la qualité thérapeutique des nouveaux produits baisse, en tout cas c'est l'avis général, y compris des milieux médicaux, d'après ce qui est rapporté. Ainsi, par exemple, en France, en 2008, sur 120 nouveaux médicaments introduits en France, 105 n'apportaient rien et 23 étaient critiqués par les médecins. Alors l'autre problème aussi, c'est que ces critiques des médecins, et là on fait probablement affaire à l'affaire du Mediator qui l'illustre parfaitement, c'est que ce n'est pas du tout transparent et ça n'arrive pas dans le public, voire quelquefois pas chez certains médecins. Donc voilà ce que je voulais un peu vous citer pour résumer ce rapport. On vous a simplement donné le lien
pour aller vers ce laboratoire. Si certains d'entre vous voulaient avoir l'étude elle-même, je crois que Gagnon nous a autorisé, même s'il n'a pas publié, à l'envoyer à ceux qui le voudraient. Voilà. Je voulais dire un petit truc, juste un mot. Il a été dit récemment par un grand biologiste, j'arrive pas à retrouver son nom, que la question des OGM, c'est la question du devenir, la manière dont l'industrie agroalimentaire veut prendre le modèle du médicament reposant sur la dépendance dans le champ agricole. Je dis ça parce qu'ici, nous n'avons encore jamais parlé d'agriculture et d'agroalimentaire, mais évidemment, il y a actuellement une intégration de l'industrie chimique et biochimique et biotechnologique actuellement pour finalement qu'un complexe planétaire se mette en place pour totalement priver les consommateurs et les reproducteurs ou les gens qui font de la sélection de plantes, d'animaux, etc., de tout savoir. Et ça, c'est une question absolument capitale par rapport à laquelle, moi je crois que c'est comme ça qu'il faut aborder le problème des OGM. Après, toxicité ou pas toxicité des OGM, c'est une question fondamentale, mais je dirais que ce n'est pas la première. C'est d'abord celle-là qui doit être posée, et c'est par celle-là qu'il faut mobiliser en particulier le monde agricole et les consommateurs. Oui, j'ajouterais simplement un petit point que je voulais vous citer aussi, c'est que pourquoi ce brevetage et qu'est-ce que ça permet à l'industrie pharmaceutique, j'allais dire, de rapporter. Eh bien, il cite aussi des chiffres tout à fait parlants. Sur les années 94-05, les 16 plus grands laboratoires pharmaceutiques ont fait des profits qui représentaient plus de 400 milliards de dollars et il en a été distribué aux actionnaires 317. C'est-à-dire que donc les trois quarts vont... et en même temps, le taux de profitabilité de l'industrie pharmaceutique était probablement celle la plus forte de l'ensemble des industries en général. Donc, c'est là où il voulait en venir, que la propriété industrielle et la façon dont, j'allais dire, les États-Unis en particulier luttent pour maintenir et renforcer les droits de propriété industrielle, ça fait partie des enjeux par rapport au livre dans l'industrie et par rapport, j'allais dire, à ce qu'on cherche à faire dans l'économie de la contribution. Eh bien, il y a là, ça me paraît une parfaite illustration de ce qui se passe.